En somme, je vais essayer de réinterroger nos manières de faire société. Car, nous le savons ensemble, le handicap résulte d'une part d'un trouble, d'une maladie, d'une lésion, d'un traumatisme, mais aussi d'un contexte. D'un contexte qui est soucieux d'offrir des facilitateurs, des accommodements, des accompagnements, comme dans le monde du travail, et autres, des compensations, dit-on, dans la loi de 2005. Soit au contraire un contexte qui entrave, parce qu'il est peuplé d'obstacles et d'écueils quotidiens. C'est un temps qui se veut encore indépendant d'esprit, mais qui s'assujettit à des normes souveraines mises en scène à grand bruit. Et on voit comment les exigences normatives, y compris dans le monde éducatif, dans le monde professionnel, ne cessent d'augmenter. Je le formule dans l'expression ramassée, je dirais qu'on assiste à une sorte de normalité à marche forcée qui ne cesse de fabriquer des inconformes. On ne se sent jamais, vous et moi, à la norme. On ne se sent jamais conforme à ce qu'il faudrait être. Un temps qui dit faire place à la diversité, mais ceux qui, de par leur manière d'être au monde, et je pense ici particulièrement à ceux qui souffrent de troubles psychiques, et qui n'entrent pas alors dans les cadres usuels de reconnaissance, se voient frappés d'anathème et, en quelque sorte, plus ou moins exclus de la photographie de famille. Une conformité à quelques grands modèles qui s'imposent dans nos sociétés comme une grande illusion, une croyance qui se pense raison. Et nulle culture, je crois, n'échappe à ce mirage, pas plus la nôtre que d'autres, et aux questions que ça suscite. Alors voilà que nous demandons comment on pourrait normaliser les anormaux, comment on pourrait reconnaître les non reconnaissables, comment on pourrait ranger les dérangés, classer les inclassables, caser les incasables. Un temps où on parle finalement de différence abondamment, mais on rêve d'ordre, quitte à nier la réalité du règne vivant et ses fragilités. Et cet ordre fantasmé induit un processus de particularisation des personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui sont affectées de troubles mentaux psychiques. Alors on finit par penser qu'elles seraient toutes différentes, irrémédiablement dissemblables, étranges, extraordinaires, exceptionnelles, bref, autres par nature. Trop différentes pour faire communauté avec les autres, trop différentes pour avoir une place à l'école et dans le monde du travail. Alors, fut-elle d'expression variable au fil des âges et des cultures, eh bien, cette particularisation revêt un caractère universel. Ils sont différents. Alors, c'est caractéristique d'une pensée magique, quand on y réfléchit bien, et ça repose sur la vision d'un être humain type, générique, et cela dévoie le regard qui ne se porte plus alors sur des visages concrets, mais sur un être irréel qui se réduirait à une pathologie, à l'occurrence des troubles mentaux, des troubles psychiques. Alors avec des justifications diverses, ce différentialisme, cette particularisation est entretenue, amplifiée, absolutisée, et elle finit alors par constituer une barrière infranchissable. À force de particulariser, on ouvre la porte aux idéologies et aux pratiques séparatistes, différentialistes. Et quel est le résultat? C'est que ça crée, ça provoque une césure entre des types d'humains qui seraient jugés incomparables, inassimilables, ça installe des cloisonnements, ça fonde des discriminations, des plus bénignes jusqu'aux plus graves.
Et cette particularisation, si on y prend garde par la différence, infiltre nos systèmes de pensée, elle induit un ordre social qui engendre une sorte de disjonction et fait obstacle au vivre ensemble. Et je le formulerai ainsi, des îlots de confort et de commodité côtoient des océans d'empêchement. Et c'est cette dissymétrie, ou plutôt cette coupure entre les mondes, qui me paraît un des faits les plus préoccupants de notre temps. Que fait la question du handicap ? La question du handicap, et c'est à ce titre aussi qu'elle est centrale, contrairement à ce qu'on croit, elle joue un rôle d'amplificateur. Elle joue un rôle de révélateur au sens photographique du terme. Pourquoi ? Parce qu'elle vient dévoiler les mouvements ambivalents, ambigus, divergents dont je viens de parler, d'une société, ses fonctionnements, ses dysfonctionnements. Elle découvre les facilitateurs, les obstacles, et elle met à nu les exclusivités et phénomènes d'exclusion chronique qui finissent par nous apparaître naturels et inévitables. Et je trouve ces propos de Simone de Beauvoir fort intéressants. En tout cas, ils résonnent à l'occasion. Simone de Beauvoir avait coutume de dire « le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue ». L'adjectif inclusif traduit, me semble-t-il, un double refus. D'une part, celui d'une société, de structures professionnelles, éducatives, dont les seules personnes qui se disent non handicapées se penseraient propriétaires pour en faire leur privilège exclusif ou leur plaisir exclusif, pour reprendre ici les mots de Montesquieu et de Rousseau. Et cet adjectif inclusif s'oppose également au refus de la mise à part dans des ailleurs improbables, souvent, de ceux que l'on juge trop différents, gênants, incompatibles avec la vie commune. On le voit, il ne s'agit pas de faire entrer un élément extérieur en l'intégrant, sous-entendu en l'incorporant, ou une inclusion, sous-entendu en l'enfermant à quelque part. Il ne s'agit pas de le mettre dedans, et surtout pas de l'y enfermer, en espérant qu'il se normalise. Non, ce n'est pas ça. Mettre dedans ou mettre côte à côte ne suffit pas. La question qui se pose, est-ce qu'on autorise chacun à apporter sa contribution originale à une vie sociale, culturelle, communautaire ? Est-ce qu'on permet, par l'accès au travail qui nous intéresse aujourd'hui, l'éclosion et le déploiement des potentiels de chacun ? Donc, le défi auquel est confrontée notre société, et donc le monde professionnel, c'est d'apprendre, de réapprendre à faire monde commun avec ceux qui vivent cette forme de fragilité liée, certains à des troubles sensoriels, moteurs, psychiques, mentaux, cognitifs. Au mieux, que fait-on souvent ? On cohabite avec elles sans vivre réellement ensemble. Et vivre ensemble, ce n'est pas, pourrait-on dire, comme dans le cas du bétail, paître au même endroit, mais mettre en commun des projets, des pensées, des stratégies. Et c'est tout autre chose. Donc, une société et des structures professionnelles éducatives sont inclusives, non pas quand elles mettent dedans. Nous le savons tous, on peut être quelquefois dedans et se sentir exilé à l'intérieur. Parce qu'on se dit, ils m'ont mis dedans, mais je n'ai pas ma place. Les choses ne sont pas pensées pour moi. J'aurais besoin de l'accompagnement et je ne l'ai pas. Donc c'est tout différent. Une société est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement, qu'elle se flexibilise, pour offrir au sein d'un ensemble commun un chez-soi pour tous. Un chez-soi pour tous. Alors ceci, ça n'appelle pas à neutraliser les besoins, les désirs et les destins singuliers pour les résorber dans un tout uniforme. Ce n'est pas cela. Et du coup, ça nous conduit un peu au cœur de la journée aujourd'hui. Ce chez-soi pour tous ne serait qu'une chimère s'il n'était pas assorti dans tous les secteurs et tout au long de la vie
d'accompagnement, notamment dans la vie professionnelle, de médiation compensatoire, de modalités de suppléance ou de modalités de contournement. En bref, de toute une gamme de modalités pour garantir l'accessibilité de la société, de ses dispositifs, de ses ressources, de ses services collectifs. C'est ça le défi d'une société inclusive. Et chacun mérite une réponse accompagnée à la construction de laquelle il doit, à sa mesure, pouvoir contribuer. Le premier pilier conduit à aborder une notion très importante, c'est la notion de patrimoine commun. Je le formule ainsi, nul n'a l'exclusivité du patrimoine commun. Parce qu'on le sait, chacun d'entre nous le vit. Et quand on pense handicap, il faut remettre cette singularité dans l'universel. Le singulier par l'universel. Eh bien, nous le savons tous, il ne s'agit pas de vivre sur un même territoire pour se sentir appartenir à sa communauté. On se sent appartenir à une communauté quand on peut en partager le patrimoine. On peut être là sans être là. Le patrimoine éducatif, professionnel, culturel, communicationnel. Et on sait que de nombreuses personnes qui vivent une situation de handicap se sont privées de ce patrimoine. Une société, la nôtre, ne peut pas se concevoir comme un club dont certains membres pourraient s'accaparer l'héritage à leur profit pour en jouir de manière exclusive et justifier un ordre qu'ils définissent eux-mêmes. La société ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas non plus un cercle qui serait réservé à certains affiliés qui concevraient leur pseudo-normalité comme une souveraineté. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas davantage un cénacle, une société, où les uns pourraient stipuler aux autres, venus au monde mais interdits d'en faire pleinement partie, tu aurais les mêmes droits que nous, que moi, sur le travail, sur l'éducation, si tu étais comme moi. Non. Dans une société humaine, il n'y a pas de carte de membre à acquérir, il n'y a pas de droit d'entrée à acquitter, il n'y a donc pas de débiteur et il n'y a pas de créancier. Donc l'idée de société inclusive tourne le dos à toute forme de captation qui accroît de fait le nombre de personnes empêchées, sur la base de l'égalité avec les autres, des moyens d'apprendre, de communiquer, de se cultiver, de travailler, c'est-à-dire de faire œuvre. Et nous le savons tous, c'est au cœur de la journée, le pire, c'est de se sentir désœuvré. Quelle que soit l'œuvre, il n'y a pas de norme là. Chacun veut faire œuvre. C'est le sentiment d'utilité. Deuxième pilier d'une société inclusive, il appelle à remettre en cause ce qui se passe souvent assez subrepticement ou insidieusement, c'est la hiérarchisation des vies. Par un phénomène insidieux, il y aurait l'idée qu'il y a des vies éminentes, apparemment qui ne seraient pas, elles, fragiles, c'est une illusion bien sûr, et puis des vies plus insignifiantes. Des vies minuscules, et puis des vies majuscules. Mais cela invite à remettre le handicap dans l'universel, à le désenclaver, à le désinsulariser, sans toutefois gommer sa singularité. C'est ça le défi. Je pense, et quand je dis cela, je m'interroge aussi, je ne dis pas à d'autres, je pense que nous avons souvent mal pensé cette question, parce que nous l'avons trop particularisée. On a fini par imaginer qu'il y avait vraiment, on dit d'ailleurs, les personnes différentes. Ça n'a pas de sens en soi. Nous sommes tous ici différents. Hein ? Non, je crois qu'on l'a trop insularisé, donc on l'a coupé souvent du continent des autres. Troisième pilier, il nous invite à distinguer deux notions, et je pense que là, chacun pourra se mettre aussi en situation. Donc nous ne parlons pas des autres, nous parlons aussi de nous. Elle nous invite à distinguer deux notions, vivre et exister.
Et c'est surtout l'idée qu'on se sent exister quand on devient membre d'un groupe et qu'on peut s'impliquer dans ce groupe. Par des moyens divers, le travail en étant un. On le voit bien. Pour aucun d'entre nous, et là aussi, ça nous invite à penser autrement le handicap, à le dire, ils sont comme nous, nous sommes de la même chair humaine. Il n'est pas assez pour nous, les humains, de naître physiquement et de vivre, tant s'en faut. On peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne. Et quand on se sent inutile, quand on se sent encombrant, on peut vivre et survivre, mais on ne se sent plus exister. Parce que le sentiment d'exister repose sur l'expression, la prise en compte de désirs, de projets, du désir de compter pour quelqu'un, de se sentir utile à quelqu'un. Le travail, bien sûr qu'il est source de stress, a été rappelé, c'est très très juste, et en même temps, c'est un lieu de reconnaissance, un lieu de statut, de déploiement de soi. On voit bien que si on y prend garde, il y a d'ailleurs des expressions consacrées. On se dit les personnes en situation de handicap sont des personnes à besoins spécifiques. Oui, mais comme nous tous, chacun a ses besoins singuliers. Ils peuvent être plus grands pour les hommes, bien sûr, je ne le nie pas. En même temps, ce sont aussi des personnes qui vivent, qui existent par des désirs, par des projets, par des réalisations d'eux-mêmes. Eh bien, on ne peut pas dire, dans nos sociétés occidentales industrialisées, nous avons fait le nécessaire, il y a l'AH, il y a la RQTH, c'est vrai et c'est nécessaire. Je ne l'ignore pas et je ne le péjore pas. Mais il y a une autre dimension. Ne négligeons pas ce qui fait de toute personne un être existant, un être pensant, un être sentant, pris dans des flux de désirs, de projets, de passions, de volontés, de goûts, d'opinions, d'aspirations, de peur, d'élan vitaux, d'accablement, de rêves. Mais on voit bien que les rêves, s'ils sont toujours contraints au secret et jamais reconnus, ils finissent par se perdre. Donc une société inclusive ne défend pas simplement le droit de vivre, mais le droit d'exister. Il nous faut quelquefois les déconstruire. En tout cas, remettre en cause l'exclusivité de normes culturellement construites au fil du temps et des cultures, et qui sont imposées par ceux qui se conçoivent comme la référence de la conformité. Et puis qui finissent par aggraver des rapports de domination et à multiplier les processus d'exclusion. Nous sommes, je pense, nombreux dans cette salle à être issus d'une éducation qui est normative. Il faut être au bon âge, il faut être dans la bonne classe, il faut avoir la juste moyenne, faute de quoi on se dit, a-t-il sa place? Et du coup, nous sommes faits de cette culture-là. Pour travailler dans notre culture du monde, évidemment, il n'y a pas de hiérarchisation des cultures, on peut faire des constats. Ici, on a des normes très tendues. Et la question des personnes qui vivent une situation de handicap, c'est, compte tenu de ce paysage-là, très normé, très normatif, normosé parfois, ai-je ma place? Et on voit, et je n'ai pas le temps de développer, comment une société inclusive est celle qui s'élève contre l'emprise excessive d'une norme qui proscrit et finit par asphyxier le singulier et l'expression singulière. Et donc nous sommes inscrits dans l'inégalité de nature et de situation. C'est une réalité des hommes. Faire de l'équité consiste à moduler l'action selon les besoins, les désirs, les projets singuliers, pour pallier, autant que faire se peut, les inégalités de nature ou de situation. Compenser, c'est ce qui est inscrit au cœur de notre loi de 2005. Parce que les êtres humains, nous le savons, ne sont pas des copies conformes à un modèle unique reproduit en millions d'exemplaires interchangeables. Bien, du coup, il nous faut accommoder, il nous faut accompagner ce que vous faites ici dans le monde du travail. Agir comme vous le faites, me semble-t-il, suppose aussi de détecter les leviers efficaces. Et j'en vois plusieurs, mais je n'en cite que deux pour terminer. C'est l'éducation la plus précoce possible. J'ai envie de dire que c'est la seule œuvre utile.
l'éducation la plus précoce que soit, parce qu'on voit que nos cultures, nos sociétés sont minées par des formes d'obscurantisme, comme si les lumières ne s'étaient pas faites sur la question du handicap. On voit comment les troubles psychiques renvoient à un imaginaire lié à tout le grand récit de l'humanité. L'éducation la plus précoce possible, parce qu'on ne peut pas penser que des enfants qui sont tenus lointains, dans des milieux aseptisés, deviendront par miracle des adultes perméables à la diversité et aux fragilités humaines. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est bien la précocité et l'apprivoisement par l'éducation. Deuxième levier qui me paraît très important, c'est la formation dans tous les secteurs professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés sont appelées à être inclusives, et j'ai dit dans tous les morceaux de la mosaïque sociale. Mais trop de gens sont désemparés, non pas souvent par mauvaise inspiration, mais par méconnaissance. Ça ne veut pas bien quand on parle d'autisme gravement déficitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ils confondent un peu tout. On ne les blâme pas. La plupart du temps, ils n'y sont pas préparés. Et y compris des acteurs premiers de changement des sociétés, c'est-à-dire les acteurs éducatifs. Certains sont encore à se dire, il y a des spécialisés pour cela. Vous voyez, alors là, on est dans la hiérarchisation. Il y a des spécialisés pour s'occuper des spéciaux, et les autres n'ont pas très envie d'y mettre les mains. Non. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, et on voit bien que si la loi de 2005 a intégré un article sur l'école, avec le droit à l'inscription, on s'est arrêté là, hein, eh bien, il y a là quelque chose à faire du côté de la formation dans l'ensemble des secteurs professionnels, et pas simplement une formation d'ordre continu, une sorte de ripollinage en cours d'emploi, mais quelque chose qui soit inscrit dans les cursus initiaux professionnels, de manière à prendre ces questions en compte de manière très professionnelle et préparée, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vous remercie.